nous font le plaisir de venir dialoguer avec vous sur le document unique d'évaluation DUERP que vous connaissez bien et principalement à la lumière des nouvelles obligations en matière d'évaluation des risques. Sont donc présentes parmi nous et répondront à vos questions Madame Hélène Cogé et Madame Nathalie Ramou, toutes les deux interventions en prévention des risques professionnels, l'une à Aix-Provence, l'autre à l'AISMT. Donc, étant donné qu'il y a pas mal de personnes en visio, je vous demanderai de bien penser à couper vos micros. Si des questions vous viennent, vous pouvez pour mémoire nous les déposer sur le chat, nous en prenons note. Et en fin d'intervention, les questions seront reprises et vous pourrez échanger en direct avec nos intervenantes. Voilà. Bonne session à tous et je vous passe la parole. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Ramos, donc effectivement je suis intervenante en prévention des risques à l'AISMT 13. J'ai deux domaines d'intervention, un domaine qui concerne principalement l'évaluation des risques et l'autre qui concerne un peu plus la partie métrologie dont on parlera un peu plus tard. Donc on va pouvoir démarrer le diapo. Suite aux nombreuses réformes des services de santé, désormais vos services de prévention s'articulent autour d'une équipe pluridisciplinaire avec divers métiers. Le médecin du travail reste un petit peu le chef d'orchestre de ces équipes et vous pouvez effectivement rencontrer différents métiers comme des infirmiers en santé au travail, des assistants en santé et sécurité au travail, des assistants médicaux. Et vous voyez donc effectivement les intervenants en prévention des risques professionnels et Hélène et moi intervenons à ce titre-là aujourd'hui. Sur la diapo suivante. Donc ici, vous pouvez retrouver un petit peu nos territoires d'action. Donc en bleu, on retrouve le territoire d'action de l'AISMT 13, et plutôt sur le pourtour de la Méditerranée. Et ensuite, la carte de compétences plutôt géographique du Est-Provence, où nous, on est plutôt basé sur le secteur d'Aix-en-Provence et de Salon de Provence. Donc on va de Saint-Paul-les-Durances jusqu'à Istres. Et pour l'AISMT 13, ça va des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu'à La Ciotat. Alors, depuis la loi du 2 août 2021, en fait, les missions des services de prévention se sont élargies et s'articulent autour d'une offre socle, en fait, composée de 3 axes principaux. Le premier axe, c'est le suivi de l'état de santé des salariés, toujours bien évidemment, mais maintenant, il a été élargi à celui des employeurs. Cela se traduit par des suivis individuels, des examens complémentaires, des visites de mi-carrière, des suivis post-exposition. Il y a aussi un accompagnement sur la démarche de prévention des risques professionnels. Donc là, concrètement, ce qu'on observera, c'est sur le terrain des actions au milieu de travail, l'aide à l'élaboration du document unique, des informations et des sensibilisations en fonction des besoins sur des thématiques spécifiques. Et enfin, la prévention de la désinsertion professionnelle, où là, l'accompagnement se traduira plutôt par des problématiques de maintien en emploi, individuel, social et des soutiens psychologiques. Donc, ce matin, nous allons voir ensemble 3 grandes parties. Donc, une première partie sur le document unique. Quelles sont les obligations réglementaires du document unique? Ensuite, on verra quels sont les risques à retrouver dans le document unique. Est-ce qu'on les met tous? Est-ce qu'on ne les met pas tous? Est-ce qu'il y a des risques à prioriser? Donc, on répondra à cette question. Et enfin, on répondra à la dernière question qui concerne nous, en tant que service de santé au travail. Quels sont les apports qu'on peut vous donner? Comment on peut vous accompagner dans la rédaction de ce document unique d'évaluation des risques professionnels? Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet et donc Hélène va nous présenter les obligations réglementaires concernant le document unique. Alors, le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un outil qui va vous permettre de structurer et de planifier la prévention des risques au sein de votre entreprise. Donc, la première étape, à quoi sert un document unique? En premier, c'est écrit dessus, ça sert à recenser les risques auxquels sont exposés les salariés à leur poste de travail. Le deuxième point, ça sert à évaluer les risques parce que le but, c'est pas juste de se dire dans mon entreprise, j'ai tel et tel risque, c'est de se dire mon risque, à quel niveau il est? Est-ce que c'est un risque fort? Est-ce que c'est un risque faible? Est-ce que c'est un risque qui arrive tous les jours ou est-ce que c'est un risque qui est plutôt rare dans l'entreprise mais qui est quand même présent? Ensuite, le document unique, ça sert à mettre en avant toutes les mesures de prévention que vous avez déjà mis en place pour réduire ces risques. Ça peut être des moyens techniques, organisationnels ou humains. Le quatrième point,
ça va vous permettre de planifier la prévention, puisque forcément, une fois que vous avez mis en avant tous vos moyens de prévention qui existent, vous allez potentiellement vous dire, bah voilà, pour améliorer le niveau de risque de mon entreprise, pour faire diminuer les risques au maximum dans mon entreprise, je vais essayer de mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux moyens de prévention. Et votre document unique va vous servir à planifier cette prévention. C'est un enjeu social, puisque ça va permettre d'améliorer les conditions de travail, mais également un enjeu économique, puisque si on va réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, on va réduire certains coûts pour l'entreprise, notamment tout ce qui est cotisation. Et enfin, ça va vous permettre de tracer toutes les actions qui ont été menées en termes de sécurité au sein de votre entreprise. Il faut savoir que le document unique, en fait, c'est un document qui est réglementaire et qui est obligatoire depuis 2001 dans toutes les entreprises qui ont au minimum un salarié. Dès l'instant qu'on emploie un salarié, nous devons rédiger et mettre à jour notre document unique. Alors, il y a plusieurs textes réglementaires qui vont encadrer le document unique. Alors, le premier texte réglementaire date de 1989. Dans ce texte réglementaire, on ne parlait pas encore vraiment de document unique, mais c'était le premier texte qui nous disait, attention, on doit mettre en place des mesures qui vont viser à promouvoir l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs dans le monde de l'entreprise. Donc, ça a été traduit par la loi du 31 décembre 1991 qui a modifié un peu le code du travail et le code de la santé publique au but de favoriser vraiment la prévention des risques. Ensuite, on a un décret, donc le décret de 2001. C'est depuis ce décret-là qu'on parle vraiment de document unique. On doit créer un document qui est relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, c'est depuis 2001 que du coup, le document unique est obligatoire et en fait, il a été traduit dans une circulaire. Voilà. Et on a une dernière loi, celle-là qui est assez récente, qui date de 2021, donc la loi sur la prévention de la santé au travail du 31 août 2021, qui vient un petit peu appuyer ce document unique en nous disant, voilà, ce document unique, il est obligatoire depuis 2001, mais dedans, on doit vraiment promouvoir la santé, la sécurité et améliorer les conditions de travail. Voilà. C'est bon, on peut passer à la diapo suivante. Alors, comment on fait un petit peu? Donc, on va essayer d'identifier les risques. Ce document unique d'évaluation des risques, il est aussi retraduit dans le Code du travail. Et qu'est-ce que nous dit ce Code du travail? Il nous dit que le document unique va répertorier l'ensemble des risques auxquels sont exposés les travailleurs. On va faire l'évaluation des risques. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le but, c'est de faire l'inventaire de l'ensemble des risques qui sont identifiés pour chacun des salariés. Et l'évaluation doit tenir compte de l'impact différentiel de l'exposition au risque en fonction du sexe. Ça, c'est le cas notamment si on a une exposition de produits chimiques. Certains produits chimiques peuvent être nocifs pour les femmes, notamment si elles sont enceintes ou en désir de procréer. Et inversement, pour certains hommes, certains produits chimiques peuvent impacter la fertilité des hommes. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'on demande, notamment pour les produits chimiques, de tenir compte de l'impact différencié de si on a des hommes ou des femmes à un poste de travail. Donc ensuite, une fois qu'on a fait l'évaluation des risques, cette évaluation des risques doit être transcrite et mise à jour dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà. On a quelqu'un qui arrive en cours de route. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Bonjour. On peut passer au point suivant. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, donc qui date de la loi de août 2021. Avant, on n'en parlait pas trop, mais depuis cette nouvelle loi de 2021, il est bien précisé que le comité social et économique pour les entreprises qui en possèdent doit être régulièrement consulté sur le document unique. C'est-à-dire qu'il est consulté à la création du document unique s'il n'existait pas, mais il doit également être consulté sur toutes ces mises à jour. Au niveau du format, puisque c'est souvent la question qui est posée, à quoi ressemble un document unique? Est-ce que c'est un fichier Excel? Est-ce que c'est une feuille A4? Est-ce que c'est sur un logiciel? Il faut savoir que réglementairement, il n'y a aucune forme qui est imposée pour le document unique. Force à chacun de choisir comment il veut le faire. Chaque service de santé au travail peut aussi vous donner des outils pour le créer. On le verra juste après. Nous, on est deux services de santé au travail différents, on propose deux méthodes différentes. Voilà, réglementairement, rien n'est imposé. Il faut juste tenir en tête qu'une fois que vous choisissez une méthodologie, il faut l'appliquer de A à Z pour votre document unique et pas changer en cours de route, sinon l'évaluation n'a plus de sens. Alors, l'autre question qu'on se pose souvent, c'est qui va rédiger le document unique? Qui va participer à cette rédaction? Il faut savoir que réglementairement, c'est l'employeur qui est responsable de sa rédaction
et de sa mise à jour. Bien sûr, il peut se faire assister par toutes les personnes qu'il estime compétentes. Le Code du travail précise un certain nombre de personnes. On va retrouver déjà le CSE et les CSSCT, puisque réglementairement, ils doivent être consultés pour les documents uniques et leur mise à jour. On peut faire appel aux services de prévention et de santé au travail, donc représentés aujourd'hui par moi et Nathalie. Voilà, donc on peut faire appel à son service de santé pour nous aider dans la rédaction. Attention, toujours, quand on fait appel à quelqu'un d'extérieur, le but, c'est de se faire accompagner, mais pas de le faire à sa place. Un référent prévention peut être quelqu'un au sein de votre entreprise que vous avez nommé référent prévention, que vous estimez avoir toutes les compétences nécessaires dans le domaine de la prévention des risques pour rédiger le document unique. Vous pouvez aussi faire appel à des organismes extérieurs, comme les instances des branches professionnelles, ou alors faire appel pour vous aider à la CARSAT, à l'INRS ou à l'ANACT. Vous pouvez aussi faire appel à ce qu'on appelle des IPRP enregistrés. Ce sont des personnes qui sont indépendantes, qui sont enregistrées en tant qu'IPRP, donc intervenant en prévention des risques professionnels auprès de la directe. Et ce sont des personnes qui peuvent venir vous accompagner pour rédiger votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, que doit contenir un document unique d'évaluation des risques? Donc là encore, c'est le fameux décret du 5 novembre 2001 qui va un petit peu nous guider, puisqu'il va définir 3 exigences. Le premier, on va vous demander de lister et de hiérarchiser les risques. Le but, c'est de faire un inventaire qui est exhaustif et surtout structuré des risques, avec prise en compte de la gravité et de la fréquence d'exposition. Donc en fait, votre danger va avoir potentiellement des impacts sur la santé des travailleurs ou alors sur le bâtiment. Ces dangers, il faut les évaluer par rapport à une exposition. Et c'est vraiment le mix des deux, c'est quel est le danger et quelle est l'exposition qui va me donner un risque et l'évaluation de ces risques. Est-ce que les dommages vont être importants ou très faibles? Est-ce que mon salarié peut mourir ou est-ce que mon salarié risque juste de se tordre la cheville? Ça va vous donner le premier niveau de hiérarchisation. Et mon salarié, à mon danger, est-ce qu'il est exposé une fois par jour? Est-ce qu'il est exposé toute sa journée de travail ou est-ce qu'il est exposé 10 minutes tous les 6 mois? Voilà. C'est en prenant en compte ces 2 facteurs qu'on va vraiment évaluer le risque et dire si c'est un risque qui est prioritaire ou alors qui est plutôt minoritaire. Et dans ce cas-là, on va le traiter peut-être un peu plus tard. Le deuxième point, ça va être de mettre, on l'a vu déjà tout à l'heure, de mettre en avant toutes les actions qui ont déjà mises en place et surtout de préconiser des actions qui vont viser à réduire encore plus les risques. Donc là, on va parler de plan d'action et on va le voir juste après. Et le troisième point qui est demandé dans le décret de 2001, c'est de réévaluer régulièrement son document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà pour cette partie. On va pouvoir passer à la partie suivante. Donc, on en parlait, les actions de prévention, puisqu'on vous demande de mettre en place des actions de prévention, ça va déboucher sur un plan d'action. Donc ça, c'est également nouveau depuis 2021. Avant, on disait juste de faire un plan d'action sans donner plus de détails. La loi de 2021 a vraiment renforcé ce plan d'action en disant, attention, si on a moins de 50 salariés, un simple plan d'action va suffire. Si on a plus de 50 salariés, il faut ce qu'on appelle un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. On parle régulièrement de PAPRIPACT. Voilà, c'est l'acronyme qui est régulièrement utilisé, qui va permettre de fixer la liste détaillée des mesures de prévention au cours des années à venir. Voilà, donc je vais vous présenter sur la diapo suivante un peu à quoi correspond ce PAPRIPACT. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que dans tous les cas, quand on met en place des actions de prévention, il faut garder en tête qu'on essaye toujours de travailler dans l'ordre des 9 principes généraux de prévention. Ces 9 principes généraux de prévention, c'est un petit peu, nous, notre manuel d'utilisation quand on fait de la prévention des risques. On travaille toujours dans un certain ordre. C'est-à-dire qu'en premier, on va essayer d'éviter ou de supprimer le risque, puisque si le risque est supprimé, on n'a même pas besoin de faire une évaluation des risques, puisque le risque n'existe plus. En revanche, si ce risque est présent et que je ne peux pas le supprimer, le but, ça va être de l'évaluer, de le connaître, de savoir vraiment qu'est-ce que c'est comme risque. Une fois qu'on l'a évalué, on va essayer de le combattre à la source, puisque c'est toujours plus facile de combattre un risque à la source plutôt qu'à vraiment aller sur l'impact qu'on a sur les salariés. On prend par exemple l'exposition à un produit chimique. J'ai un salarié qui va ouvrir un pot de produits chimiques et il va y avoir des émanations de vapeur. Le plus simple, ce n'est pas de protéger le salarié, c'est de travailler plutôt sur ces émanations de vapeur. Si le produit chimique, on l'ouvre sous une hotte, ça va être aspiré, on va protéger le salarié. Ensuite, on va essayer d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. On n'adapte jamais l'homme au travail.
On a des salariés qui sont grands, des salariés qui sont petits. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer d'adapter le matériel pour que ça convienne à tout le monde. Et pas de se dire, bah, mon salarié qui est petit, je vais le faire travailler sur un escabeau. Puisque là, le fait de le faire travailler sur un escabeau, je vais générer des nouveaux risques. Donc, il vaut mieux avoir du matériel qui s'adapte à l'homme plutôt qu'adapter l'homme au matériel. Ensuite, il faut régulièrement tenir compte de l'état d'évolution de la technique aujourd'hui. Et voilà, tous les jours, il y a des nouvelles inventions, du nouveau matériel. Et ben, quand on fait de la prévention des risques, c'est de tenir compte de ces évolutions techniques pour essayer de mettre quelque chose de toujours plus sécuritaire et de toujours plus performant au sein de notre entreprise. Ensuite, on va planifier la prévention avec les plans d'action qu'on a vu tout à l'heure. Moins de 50 salariés, plan d'action simple. Plus de 50 salariés, on va passer sur le pas plus impact. Enfin, on va essayer de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas, prendre des mesures de prévention collective en priorité sur les mesures de prévention individuelles. Il vaut mieux protéger un certain nombre de salariés en même temps plutôt que protéger chaque salarié un par un, puisque forcément, on va être plus efficace. Et vraiment, en tout dernier, une fois qu'on a fait tout ce qui était possible en amont, on va donner les informations, les instructions aux salariés. C'est surtout ce qu'on a tendance à faire en premier en disant « il y a un risque, il faut que tu fasses ça ». Non, c'est il y a un risque, j'essaye de travailler sur mon risque et à la fin, je dis à mon salarié, bah, j'ai fait l'évaluation, j'ai essayé de supprimer mon risque, j'ai essayé de combattre mon risque à la source, j'ai essayé d'adapter le poste de travail, j'ai remplacé ce qui était dangereux par ce qu'il était moins, je t'ai mis à disposition des EPI, tu dois travailler de cette façon. Voilà. Alors, notre fameux PAP-RIPAC, donc obligatoire pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Forcément, si vous avez moins de 50 salariés, je vous invite aussi à rédiger un PAP-RIPAC parce que, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Ce n'est pas une obligation réglementaire, mais vous pouvez tout à fait quand même l'utiliser. Donc, ce programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, c'est une liste détaillée des mesures qui doivent être prises au cours de l'année à venir. Ensuite, pour chaque mesure, en fait, là, on nous demande quelque chose de très précis. On nous demande de décrire quelles sont les conditions d'exécution. On nous demande de donner des indicateurs de résultats, c'est-à-dire de se dire bah, comment je sais si l'action que j'ai mise en place, elle est efficace ou pas. On nous demande d'estimer le coût de cette action. Et ensuite, on va essayer d'identifier toutes les ressources de l'entreprise qui peuvent être mobilisées pour mettre en place cette action. Et on va essayer de mettre en place un calendrier de mise en place. C'est-à-dire, est-ce que cette action, je vais la faire dans l'année ou dans les mois qui viennent? Est-ce que je fais un point toutes les semaines? Est-ce que je fais un point tous les trimestres pour voir comment mon action, elle avance? Voilà, donc en fait, ça reste un plan d'action, mais pour lequel on doit vraiment être précis sur certains facteurs, sur certaines indications. Et ça, en fait, le Code du travail, avant, ne nous en parlait pas. On disait juste plan d'action. Et maintenant, on rentre dans quelque chose de très précis pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ensuite, souvent, on se pose la question, mais quand est-ce que je dois mettre à jour mon document unique? Alors, 3 critères. Si vous avez une modification de vos conditions de travail, de santé ou de sécurité, c'est-à-dire bah, vous avez une nouvelle machine qui rentre dans l'entreprise, une nouvelle activité, ou alors vous avez eu dernièrement un accident du travail qui vient impacter le fonctionnement ou qui vient mettre en avant un risque que vous n'avez pas forcément évalué ou alors vous avez sous-évalué. Dès l'instant qu'on est dans ce cas de figure-là, mise à jour du document unique obligatoire. Pour les entreprises d'au moins 11 salariés, dans tous les cas, on doit le mettre à jour au moins une fois par an. Alors peut-être que l'activité n'a nécessairement pas changé dans votre entreprise, peut-être qu'il n'y a rien qui a changé d'une année sur l'autre, mais vous devez quand même rebalayer tous les risques pour être sûr que tout est pareil, refaire éventuellement une évaluation. Ce qui a pu changer, c'est les actions de prévention que vous avez préconisées. Peut-être que finalement, maintenant, avant, elles étaient dans à prévoir et vous allez basculer dans mise en place. Voilà. Dans tous les cas, vous devez rebalayer votre document unique et le mettre à jour, changer à la date de cette année. Et enfin, bah, dès l'instant que réglementairement, il y a des nouvelles informations sur l'évaluation des risques professionnels, on doit mettre à jour son document unique. Alors, comment on met à disposition et comment on conserve son document unique? Donc, il faut savoir qu'il doit être mis à disposition des travailleurs, c'est-à-dire qu'il doit facilement être accessible et que les modalités d'accès doivent être connues et affichées pour les salariés. La plupart du temps, ces modalités, elles sont affichées sur l'affichage obligatoire. Vous savez, on a tous dans l'entreprise un affichage obligatoire qui parle de on n'a pas le droit de fumer, quelles sont un peu les réglementations, les horaires de travail, on a le numéro de l'inspection du travail. Et bien sur ce tableau-là, vous pouvez rajouter, ou souvent des fois c'est prévu pour les tableaux tout faits, où est-ce que je consulte mon document unique? Est-ce qu'il est sur l'intranet de mon entreprise? Est-ce qu'il faut aller voir les RH? Est-ce que je vais voir directement si j'ai un référent prévention? Voilà. Les salariés doivent savoir à qui s'adresser, vers qui se tourner pour pouvoir consulter le document unique.
quelque chose de nouveau, donc depuis la loi de 2021, ça doit être mis à disposition également des anciens travailleurs. C'est-à-dire des travailleurs qui ne font plus partie de votre entreprise parce qu'ils ont changé d'entreprise ou parce qu'ils sont partis à la retraite, doivent avoir accès au document unique au moment où ils travaillaient dans l'entreprise. Les versions antérieures doivent être conservées au moins 40 ans. Donc là, attention, hein, quand vous mettez à jour votre document unique, le but, ce n'est pas d'écraser la version antérieure, mais bien de conserver chaque version. Donc forcément, au bout de 40 ans, vous allez certainement avoir, bon, pour les entreprises qui ont au moins 11 salariés, au minimum 40 versions du document unique. Peut-être plus parce que des fois, on a une modification des conditions de travail et on va peut-être le mettre à jour 2 ou 3 fois dans l'année. Mais voilà, j'insiste vraiment de bien garder toutes les versions antérieures et du coup de ne pas écraser votre document unique quand vous faites une mise à jour. Ensuite, donc, comme le CSE, le CSCT doivent être participatifs dans le document unique, bah forcément, ils sont régulièrement consultés. L'inspection du travail peut vous demander votre document unique. Donc, là aussi, dès l'instant qu'ils le demandent, il faut être en capacité de leur transmettre. Pareil pour la CARSAT, l'ANACT, l'INRS, l'ASN. Si vous pouvez faire appel à eux pour certains sujets, la première chose qu'ils vont vous demander, c'est pouvez-vous nous communiquer votre document unique? Puisqu'en fait, comme le document unique est censé faire une image, une photographie à l'instant T des risques présents dans l'entreprise, ça nous donne déjà une idée de sur quel sujet on va pouvoir travailler. Enfin, donc, nous, en tant que service de prévention de santé au travail, on vous demande de nous transmettre à chaque mise à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà. Donc voilà, donc sur la partie plutôt généralité, qu'est-ce qu'un document unique, comment on le construit, quels sont les points réglementaires à bien respecter. Et je vais laisser la parole à Nathalie Ramous qui va maintenant vous parler des risques à retrouver dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Merci Hélène. Alors, le prérequis, avant de se lancer dans la démarche, il nous semble important de rappeler effectivement que la promotion d'une démarche participative est fondamentale. Pour l'avoir observé sur le terrain, les entreprises où la démarche d'évaluation des risques fonctionne, c'est vraiment les entreprises où la direction est impliquée, les instances représentatives sont consultées et la communication avec les salariés est active et constructive, on va dire. Donc voilà, premier prérequis important à rappeler. Alors ensuite, comment procéder au recensement des risques? Donc, on l'a vu, le législateur laisse libre cours en fait, aux employeurs concernant la démarche, enfin surtout la méthode que l'on va employer pour évaluer les risques. Donc, assez classiquement, on peut observer parfois une approche par risque où on va recenser tout simplement les risques auxquels sont exposés les salariés. Nous, en tant que préventeurs, on a tendance à privilégier plutôt l'approche par unité de travail. Donc, c'est une porte d'entrée, en fait, qui permet de procéder à un découpage virtuel de l'entreprise en ce qu'on appelle unité de travail. Donc, ça peut être des métiers, des zones de travail. Ça peut être, par exemple, la zone logistique ou le métier cariste, la partie administration. Concrètement, l'avantage de cette démarche par unité de travail, c'est qu'on va se positionner donc, pour chaque zone ou pour chaque métier sur une journée type. On va observer tout ce qui se passe sur cette journée, donc toutes les phases de travail, et on va regarder si, en fonction de ces phases de travail, on a des situations dangereuses et donc des risques, et on va dérouler de cette façon la démarche. Et le gros avantage de cette approche, c'est qu'elle nous permet d'être exhaustifs de manière beaucoup plus simple que si on a une approche par risque, où on le sait, un accident, c'est typiquement quelque chose qui est imprévisible et on n'a pas forcément toutes les informations par cette approche. Alors, concrètement, si on regarde ce qui se passe pour chaque unité de travail, ce qu'on propose, nous, c'est d'observer le travail en réel. Donc, quand on parlait de démarche participative, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une seule personne qui, dans son bureau, réfléchisse à ce qui se passe sur le terrain. L'idée, c'est effectivement d'aller sur les zones de travail, face aux métiers, prendre connaissance de l'environnement de travail, échanger avec les salariés et effectivement, par rapport à l'approche que nous, on privilégie, on se positionne ainsi sur chaque zone, chaque métier, etc. etc. Donc, quels sont les risques à intégrer dans le document unique? Si on veut répondre à cette question, tous les risques, a priori, sont à intégrer dans le document unique, puisque l'idée, l'objectif, c'est d'être le plus exhaustif possible des situations de travail et des risques auxquels vont être exposés les salariés. Alors,
Vous l'avez vu, Hélène, on a beaucoup parlé dans la première partie. Effectivement, quand on parle d'évaluation des risques, bien évidemment, on parle des termes danger, on parle des termes risques. Alors, c'est une question de vocabulaire, de sémantique, mais plus on sera précis et plus derrière, on va pouvoir dérouler la démarche de manière efficace. C'est-à-dire qu'on fait la distinction entre un danger et un risque, ce n'est pas forcément la même chose. Un danger, c'est tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique ou mentale de la personne. Quand un risque, c'est une probabilité d'exposition, une probabilité de survenue d'un accident. Donc, on vous a précisé quelques exemples. Un fil dénudé, une prise endommagée, c'est un danger. Un carton de 45 kg, c'est un danger. Le téléphone au volant, c'est un danger. En revanche, les risques associés, par exemple, à un fil dénudé, ça va être le risque électrique. Une bouteille qui est mal étiquetée, le risque en face, ça sera le risque chimique. Pareil pour le bruit, etc., etc. Il faut bien voir que si on prend l'exemple, par exemple, du compresseur et d'un compresseur qui fait énormément de bruit, ce compresseur est dans un local où aucun salarié travaille, on n'aura pas de risque bruit, puisque le risque, c'est le fait que le salarié soit exposé à un danger. Donc, il faut avoir ces notions-là en tête qui sont importantes. Donc, là, on a évoqué dans la diapo précédente effectivement les risques physiques, puisque c'est les risques naturellement, on accède plus facilement à ces risques-là, enfin on y pense plus facilement. L'idée de cette présentation aussi, comme on vous l'a rappelé, tous les risques doivent être dans le document unique, et on sait que la difficulté en fait, de l'évaluation des risques, c'est de penser à tout. Donc, on a voulu faire le zoom sur quelques risques qui sont parfois laissés de côté parce qu'on n'y pense pas ou parce que c'est des risques qu'on côtoie tous les jours et on s'habitue aux risques. Donc, on a voulu faire un petit zoom sur le risque biologique. Donc, le risque biologique, par définition, c'est la présence d'agents pathogènes en milieu de travail. Donc, ils sont responsables de maladies infectieuses chez l'homme et ils comprennent tout ce qui a trait aux bactéries, aux virus, aux parasites et aux champignons. Ce qui est important avec le risque biologique, c'est qu'il faut faire la distinction entre les expositions professionnelles liées à l'activité. Donc là, on parlera typiquement de manipulation d'agents biologiques dans le cas d'un laboratoire ou le travail en présence de personnes potentiellement malades. Donc ça va être le cas des hôpitaux, des cliniques, etc., etc. Mais dans le risque biologique, on a aussi les expositions professionnelles non liées à l'activité. Donc, typiquement, quand on est en contact avec le public, on peut être en présence d'agents pathogènes. Le contact avec les collègues, on peut être aussi effectivement en contact avec des virus, des bactéries, des parasites. Et c'est vrai que la crise sanitaire nous a permis de remettre un petit peu en avant et au bout du jour ce risque-là qu'on avait tendance à laisser parfois de côté. On l'a tous vu, donc voilà. Donc effectivement, le risque biologique doit apparaître aussi dans le document unique à ce titre-là. Alors, faut-il intégrer les RPS dans le document unique? Donc les RPS, c'est quoi? Les RPS, c'est les risques psychosociaux. Donc ce sont des risques professionnels de nature et d'origine variée qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des personnes, donc qui ont automatiquement et par conséquent un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. Donc ça, c'est la définition du ministère du Travail. Nous, en tant que préventeurs, on représente souvent les risques psychosociaux au travers de ce schéma. Je ne sais pas si vous voyez, effectivement, il y a un petit trait qui représente une balance, puisque effectivement, dans les entreprises, on n'accède pas toujours facilement, ce n'est pas toujours évident de parler de ces risques-là. Et pourtant, il ne faut vraiment pas que ça soit un sujet tabou. C'est pour ça qu'on aime le présenter comme ça, puisque dans toutes les entreprises, quelle que soit la structure, quelle que soit l'organisation, quelle que soit la taille, on a des facteurs de risque liés aux risques psychosociaux, mais on a aussi des facteurs de protection. Ce qu'on n'a pas forcément, c'est les troubles qui apparaissent derrière. Donc, concrètement, en facteurs de risque, on peut citer la surcharge de travail, la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, les absences d'autonomie, les mauvais rapports sociaux, etc., etc. Mais en face, on peut avoir des facteurs de protection. Donc, vous allez le voir apparaître si on clique sur la diapo. Quelques exemples de facteurs de protection. Effectivement, en face, vous pouvez avoir un fort soutien social, un travail qui a du sens, des moments de récupération. Et en fait, ces facteurs de régulation vont équilibrer les facteurs de risque qui sont en face et on n'aura pas automatiquement, du coup, les troubles qui apparaissent. Donc, tout l'intérêt, en fait, de l'identification de ces risques-là,
c'est de tout faire pour que les facteurs de risque pèsent moins lourd dans la balance que les facteurs de protection, donc que les troubles n'apparaissent pas et que l'impact organisationnel dans l'entreprise ne se manifeste pas non plus. Donc vraiment, la démarche de prévention des risques psychosociaux, ça consiste au repérage de ces déséquilibres dans la balance qui peuvent être créés dans les conditions de travail. Et encore une fois, c'est quand même très compliqué de passer au travers. Alors, la QVCT. Donc, quand on parle de QVCT, on démarre en général par la QVT, donc la qualité de vie au travail. Est-ce qu'il faut l'intégrer dans le document unique ? Le concept de la QVT, en fait, a émergé dans les années 2000 et il a été développé par l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et c'est cette agence qui l'a représenté sous forme d'une fleur que vous voyez apparaître sur la diapo. Et ils l'ont décliné en donc 6 pétales, du coup, où vous voyez que c'est les 6 domaines en fait, principaux liés à la QVT. Donc, dedans, on observe donc les compétences, parcours professionnel, tout ce qui est égalité professionnelle pour tous, le management participatif, l'engagement, les relations au travail, le climat social, le contenu du travail, la santé au travail. Donc, vous voyez que ces thématiques, en fait, sont très proches de ce qu'on a évoqué avec les risques psychosociaux. Effectivement, c'est quelque chose qui s'inclut complètement dans la thématique que l'on a vue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, depuis 2022, la QVT a évolué vers la QVCT, c'est-à-dire que maintenant, on parle plus de qualité de vie et des conditions de travail, puisqu'il y a eu des dérives, mais on a considéré que certains projets qui avaient été mis en place avec la QVT s'éloignaient un petit peu du contexte professionnel, puisqu'on parlait plus de cours de yoga, de mise en place de baby-foot, tout ça, et on a voulu recentrer vraiment sur le cœur des conditions de travail, à savoir améliorer la sécurité, la santé des salariés, tout en travaillant sur la performance des entreprises. Donc voilà. Ensuite, faut-il intégrer les risques émergents dans le document unique ? Donc, la question des risques émergents, bien évidemment, elle est prépondérante. On peut citer parmi les risques émergents l'intelligence artificielle, les perturbateurs endocriniens, la lumière bleue, les nanomatériaux, les champs électromagnétiques, la sédentarité. Voilà. Donc, tous ces risques-là, effectivement, ne sont pas forcément des risques évidents à traiter. Puisque la réglementation est soit pauvre, soit évoluante, soit... voilà. Pour les employeurs, ce n'est pas forcément évident. Donc, encore une fois, effectivement, on peut vous aider sur ces sujets-là. L'idée, c'est quand même de se rendre compte que ces risques sont déjà présents. Ils sont en entreprise. Ce n'est pas parce que la réglementation n'est pas encore en place qu'il ne faut rien faire. On parle bien de prévention primaire. Hein, on voudrait éviter les mêmes choses que ce qui se passe avec l'amiante, notamment. Puisqu'on le sait, hein, effectivement, là, nous, en allant sur le terrain, on sait que ces risques-là sont déjà présents et sont en place. Alors, si on fait un petit zoom sur la sédentarité, il faut savoir que la sédentarité réduit l'espérance et la qualité de vie. C'est le 4e facteur de risque de mortalité dans le monde. Il concerne plus de 70% de la population française et il est reconnu comme risque professionnel, donc à intégrer dans le document unique. Donc, sur la diapo suivante, on peut faire la distinction entre la sédentarité et l'inactivité. Merci. Oui. On a voulu vous rappeler qu'effectivement, il ne fallait pas confondre la sédentarité et l'inactivité. Quand on parle de sédentarité, c'est vraiment lorsqu'on reste assis plus de 7 heures par jour. À savoir derrière un écran, mais ça peut être aussi dans sa voiture, un bureau, dans les transports en commun. L'inactivité, c'est quelque chose de différent. Faut savoir que l'OMS recommande, donc l'Organisation mondiale de la santé, un seuil d'activité physique quotidien qui est différent en fonction de l'âge. Il est représenté par 30 minutes par jour pour les adultes. On passe à 1 heure pour les enfants et les seniors. Donc, en dessous de ces seuils, donc en dessous de 30 minutes pour les adultes, on considère que la personne est inactive. Donc, on voit bien qu'on a une différence entre la sédentarité et l'inactivité, c'est-à-dire qu'on peut compiler des risques, on peut être à la fois sédentaire et inactif.
Et donc, la sédentarité est un facteur de risque totalement indépendant de l'inactivité et qui peut même aggraver celle-ci. Donc, on peut avoir un effet cocktail qui fait qu'on potentialise les risques. Merci. Donc, merci Nathalie. Donc, on a bien compris qu'en effet, le document unique doit recenser de manière exhaustive l'ensemble des risques. On a pointé du doigt certains risques auxquels on ne pense pas forcément, parce que c'est vrai qu'en premier lieu, on va penser au bruit, au risque chimique, au risque de chute. Mais en effet, il ne faut pas négliger tous ces petits risques qui sont quand même présents. Pour cette dernière partie, on va essayer de répondre à la question, donc, quels sont les apports de votre service de prévention et de santé au travail ? Alors, tout d'abord, la prévention sur le terrain. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais effectivement, les actions, enfin les missions des services de santé, des services de prévention ne se limitent pas au suivi médical. On peut intervenir aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'on peut intervenir directement en entreprise au travers de différents sujets. Donc, on peut par exemple intervenir pour évaluer des risques professionnels, que ce soit le risque chimique, le risque routier, se focaliser vraiment sur des risques précis. Derrière, le but, ce n'est pas que de soulever un problème, dire voilà, vous utilisez tel et tel produit, la loi ne le permet pas. On est là surtout, nous, notre cœur de métier, c'est d'agir sur la prévention, donc c'est de vous aider à trouver des solutions pour substituer ces produits, pour traiter de manière acoustique un bâtiment, etc., etc. Donc vraiment, nous, notre énergie, on la concentre sur l'accompagnement à la prévention et pas sur des chiffres purs et durs ou de la réglementation. L'autre action l'autre thématique sur lesquelles on peut agir, bien évidemment, c'est l'ergonomie, donc tout ce qui est aménagement des postes de travail. Voilà. On peut aussi agir sur tout ce qui est métrologie des conditions de travail. Alors la métrologie, ça concerne effectivement tout ce qui est bruit, prélèvement atmosphérique, les poussières, les mesures de vibration. Donc là, en général, ça se traduit par une intervention avec du matériel. Et donc ce matériel nous permet d'objectiver certaines situations par rapport à des thématiques précises, où on parle du risque chimique, encore une fois, ou du bruit, ou de l'éclairage, voilà. Donc sur un risque spécifique, on a des appareils de mesure et on peut venir vous faire on appelle des interventions de métrologie. On peut aussi intervenir sur le terrain et sensibiliser, voire conseiller des salariés, procéder à des transferts de compétences sur des managers. On a encore le luxe de s'adapter à vos besoins, c'est-à-dire qu'on peut faire de la prévention des risques psychosociaux, être sur l'organisation des secours, sur la sensibilisation au risque bruit, par exemple, parce qu'on a fait des mesures et que derrière, l'idée, c'est aussi de rendre acteurs les personnes sur le terrain et que chacun soit en connaissance des risques auxquels il soit exposé et puisse mettre en place les mesures de prévention. Alors, les outils qui sont proposés par vos services de prévention, ils sont multiples. Il faut savoir que maintenant, effectivement, on peut vous proposer des outils interactifs qui vous permettent d'évaluer les risques professionnels. Donc, il y a notamment OIRA, qui est un outil que l'on va développer dans la partie suivante. Hélène va vous en parler. L'outil Mon document unique, que l'on utilise, nous, au sein de l'AISMT, qui est donc un logiciel interactif pour rédiger son document unique, et puis celui du ST Provence. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement l'outil OIRA. Donc, en fait, c'est un outil qui a été mis en place nationalement et qui est représenté par l'INRS. Vous le retrouvez sur le site de l'INRS. Cet outil OIRA est très performant pour pouvoir lister de manière quasi exhaustive les risques présents dans votre entreprise. En fait, il fonctionne de quelle manière? En fait, quand vous arrivez sur le site INRS/OIRA, vous devez choisir votre secteur d'activité. Donc, à ce jour, il y a 43 secteurs d'activité qui sont présents sur cette plateforme. Donc, il n'y a malheureusement pas tous les secteurs d'activité puisqu'en fait, ça s'incrémente au fur et à mesure. Donc, en fait, vous pouvez vous connecter. Il suffit juste de rentrer une adresse mail pour pouvoir retrouver tous les travaux que vous avez pu effectuer. Vous recherchez votre secteur d'activité. Il y a des secteurs très larges et des secteurs très précis. Par exemple, si vous cultivez des huîtres, il existe ce secteur d'activité. Voilà, donc vous retrouvez votre secteur d'activité et vous pouvez commencer ce qu'ils appellent une évaluation des risques. Et en fait, ça fonctionne par sorte de questions.
On vous pose des questions. Est-ce que vous faites tel type d'activité dans votre entreprise? Oui, non. Et en fonction de ce que vous répondez, ça va amener d'autres questions. Et le but, en fait, à la fin, c'est d'avoir une liste assez exhaustive des risques présents dans votre entreprise. Il vous restera ensuite, après, à évaluer le risque en tenant compte de est-ce que chez moi, ce risque est présent de manière régulière ou alors très peu présente, et aussi d'évaluer la gravité de ce risque. Voilà, donc attention, par contre, dans URA, on ne retrouve pas un petit peu tous ces risques émergents dont on a parlé tout à l'heure, la lumière bleue, la sédentarité. Ils ne sont pas inclus dans URA, on reste sur des risques plutôt basiques. Mais si vous partez de rien, que vous ne savez pas par où démarrer, vous vous dites qu'est-ce que je fais, eh ben, c'est déjà un bon outil qui va vous donner des indications sur les grandes familles de risques que l'on peut retrouver dans vos secteurs d'activité. Alors, l'outil Mon document unique qui est donc proposé par l'AISMT, donc c'est un logiciel qui est gratuit du moment que vous êtes adhérent à l'AISMT. Alors il est en 2 volets. Moi, bien évidemment, je le présente de façon synthétique. Là, vous avez que le cœur du sujet. La première partie, en fait, est incrémentée par les employeurs et donc permet de rentrer toutes les données propres à l'entreprise et d'orienter le questionnaire derrière. Donc, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure pour entrer les infos. Et là, sur la page qui est affichée ici, vous voyez effectivement en petit 1, unité de travail, donc qui est le découpage dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'on a une approche par unité de travail. Là, typiquement, on a pris l'exemple de l'assistante de direction. Donc, par rapport à cette unité de travail, vous voyez qu'en petit 2, en fait, on va décliner tous les risques professionnels. Alors là, c'est des familles, bien évidemment, des familles de risques professionnels. Par rapport à ces risques professionnels, ensuite, en fonction de là où vous cliquez, on va vous poser des questions sur des situations de travail liées à cette famille de risques. Vous pourrez apporter des précisions et ensuite préciser les mesures de prévention qui sont en place dans l'entreprise ou qui sont à mettre en place ou qui sont à améliorer. Ça, donc, c'est vraiment un questionnaire d'accompagnement pour les risques, donc les familles de risques que vous voyez au-dessus. Et ensuite, vous avez l'étape dont Hélène vous a parlé aussi tout à l'heure, à savoir l'évaluation. C'est-à-dire que pour chaque risque auquel sont exposés les salariés, vous devrez vous positionner en termes d'indice d'exposition. Est-ce que la personne y est exposée une fois par jour ou une fois par an? En termes de gravité, donc est-ce qu'effectivement on a une blessure grave ou qu'est-ce que c'est des dommages légers, et en indice de maîtrise. Donc là, est-ce que la personne a été formée, est-ce que les moyens de prévention sont en place, est-ce qu'ils sont améliorés, etc., etc. Et en fait, c'est la multiplication de ces 3 paramètres qui vont permettre d'évaluer le risque. Et vous voyez le petit smiley, la case colorée en orange. Là, manifestement, on est dans une situation à améliorer puisqu'on a 3 niveaux de risque, vert, orange ou rouge. Donc, en fonction, le risque est évalué de cette façon par rapport aux 3 paramètres, à savoir exposition, gravité, indice de maîtrise. Donc voilà, donc c'est un outil qui vous accompagne effectivement de manière assez interactive sur votre évaluation des risques et voilà, auxquels vous pouvez avoir accès. On est là pour vous accompagner et pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc il y a des entreprises où on présente le logiciel et l'entreprise est autonome, et d'autres entreprises où effectivement on procède au découpage par unité de travail et on est un peu plus présent sur l'observation des postes, les risques professionnels, les moyens de prévention, où on peut aussi vous aider, vous donner quelques billes sur des moyens de prévention à mettre en place, puisque, on l'a vu aussi tout à l'heure, le législateur accorde de plus en plus d'importance à la partie plan d'action, qui est quand même le cœur du sujet du document unique. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup d'énergie sur la première partie, à savoir le recensement des risques. C'est assez chronophage et pourtant, il ne faut pas s'essouffler, puisque la partie la plus importante, c'est bien évidemment le plan d'action et ce qui va permettre d'améliorer les conditions de travail derrière. Alors, au sein du UST Province, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est un outil Excel. Donc, on le voit, ça répond à ce qu'on a dit tout à l'heure, quelle forme doit avoir notre document unique. On est 2 services de santé différents, on propose 2 outils différents, mais qui fonctionnent quand même, qui répondent à la réglementation et qui sont directement adaptables sur le terrain. Donc, nous, notre fichier Excel est composé de plusieurs onglets. On ne le voit pas ici puisque j'ai mis que le tableau de synthèse, mais sur le premier onglet, c'est plutôt les informations générales de l'entreprise, combien j'ai de salariés, quelles sont l'adresse de l'entreprise, tout ça. Un deuxième onglet, on va venir lister les unités de travail, puisqu'on l'a vu, il vaut mieux découper son entreprise en unités de travail et ensuite faire une évaluation des risques par unité de travail. Donc, nous, dans l'onglet 2, quand vous rentrez les unités de travail, elles se reportent automatiquement sur les différents onglets. Donc, moi, ici, c'est un vierge,
donc on ne le voit pas, mais voilà, après vous allez sur l'unité 1 et ça s'affiche automatiquement. Par exemple, unité administrative, et vous allez remplir combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, et ça se reporte automatiquement sur l'onglet. Tout est pratiquement automatique. Alors nous, ce qu'on fait faire, en fait, c'est que voilà, on va décrire la tâche de travail ou la situation dangereuse. Si on reprend les exemples qu'avait cité Nathalie tout à l'heure, j'ai un fil dénudé. En fait, dans la situation de travail, on va marquer mon travailleur a des activités à proximité d'un fil dénudé. Et dans la classe de risque, c'est une liste déroulante, on va venir cocher risque électrique. Voilà. Je dois utiliser un escabeau pour rattraper régulièrement un carton qui est situé en haut d'une étagère. Donc, dans la situation de travail, on va décrire utilisation régulière d'un escabeau pour rattraper un carton en haut de l'étagère. Et dans la classe de risque, on va venir sélectionner chute de hauteur. Voilà. Nous, dans la classe de risque, on a laissé, c'est une liste déroulante, mais dans le dernier onglet, donc ça, on explique aux entreprises quand on met en place le fichier Excel, qu'on peut rajouter des risques si on n'a pas pensé à tout, si on a des risques spécifiques, vous le rajoutez dans la matrice et après, automatiquement, il apparaît dans la liste déroulante. Le but, forcément, c'est toujours que ce soit adapté à votre entreprise et pas que ce soit un outil générique. Ensuite, on va venir choisir la gravité ou la fréquence. Et la fréquence, là aussi, c'est des listes déroulantes. Et en fonction de ce que vous choisissez en gravité et en fréquence, les calculs se font automatiquement sur la cotation et le niveau de priorité. Vous allez venir ensuite rajouter toutes les actions de prévention que vous avez déjà mis dans votre entreprise, choisir le niveau de maîtrise de ces actions. Est-ce que ce que j'ai mis en place, ça me permet bien de diminuer le risque, ou est-ce que ce que j'ai mis en place, finalement, je me rends compte que ça ne sert pas à grand-chose ou c'est insuffisant, ou est-ce que même j'ai rien mis en place? Et du coup, vous allez choisir ce niveau de maîtrise qui va venir changer votre cotation et votre niveau de priorité. Donc là, ici, on voit la première partie qui correspond à l'évaluation des risques. Et en fait, après, si on fait dérouler tout au bout, on a un onglet qui s'appelle plan d'action ou PAPRIPACT, où on vous a déjà préparé toutes les cases qu'on a vues tout à l'heure. Et en fait, vous n'avez plus qu'à le remplir et l'utiliser pour faire votre plan d'action. Alors, on a voulu aussi vous présenter deux outils en fait qui permettent de réaliser l'évaluation du risque chimique. Donc là, on vous a parlé de l'évaluation des risques de manière globale. Sur le risque chimique, il faut savoir qu'effectivement, on est censé recenser tous les produits en fait, qui existent dans l'entreprise. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un outil aussi qui zoome sur cette partie-là. Donc, il y a deux outils. Et encore une fois, nous vous proposons la diversité entre l'ISMT et le ST Provence, puisque le ST Provence utilise CERICH comme outil d'évaluation du risque chimique, quand l'ISMT utilise Quarks. Alors, l'outil CERICH qui sert vraiment à évaluer les risques chimiques. Donc, CERICH, ça veut dire quoi? Ça veut dire système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques. C'est une application informatique qui est mise à disposition et développée, là encore, par l'INRS, un peu à la même image que OIRA, et qui est vraiment gratuite et accessible pour tous. Donc, en fait, c'est juste un petit logiciel à installer sur son ordinateur. Et une fois que vous l'avez installé, vous n'avez même plus forcément besoin d'avoir une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce qui est quand même assez pratique, notamment quand on doit se déplacer sur le terrain, ça s'enregistre automatiquement. Il y a 3 niveaux d'utilisation et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau ou alors de vos compétences et de est-ce que je me sens bien avec les risques chimiques ou pas, vous pouvez choisir votre niveau d'utilisation. Si vous n'avez aucune idée de votre niveau d'utilisation, dès l'instant que vous allez aller sur la plateforme CERICH, on va vous proposer un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre. Et en fonction des réponses justes ou mauvaises que vous avez données, CERICH va vous dire vaut mieux se mettre en niveau 1, en niveau 2 ou en niveau 3. Le niveau 1, c'est pour les personnes qui n'ont pas ou peu de compétences sur le risque chimique et qui souhaitent démarrer, en partant de rien, une démarche d'évaluation du risque chimique. Ensuite, on va avoir le niveau 2, qui est un niveau plutôt intermédiaire, qui va permettre de mettre en œuvre une évaluation un peu plus poussée dans son entreprise, et le niveau 3, qui sont pour les personnes expertes. En fonction du niveau que vous avez choisi, si vous hésitez entre deux niveaux, je vous conseille toujours de prendre le niveau inférieur, passer facilement du niveau 1 au niveau 2. Par contre, si on choisit le niveau 2 puis qu'on se dit « oulala, c'est trop compliqué pour moi », quand on revient au niveau 1, on perd pas mal d'informations qu'on a pu enregistrer. Donc, il vaut mieux toujours augmenter le niveau plutôt que le diminuer. Donc, en fonction du niveau choisi, vous allez pouvoir saisir l'inventaire des produits chimiques et les quantités que vous utilisez. Vous allez pouvoir analyser les FDS. L'avantage, c'est que les FDS, vous les avez sur votre ordinateur, vous les enregistrez dans le logiciel et en fait, le logiciel va venir scanner la FDS et ressortir les informations nécessaires pour l'évaluation du risque professionnel.
Une FDS, je le rappelle, c'est ce qu'on appelle une fiche de données de sécurité. C'est un peu la fiche d'identité d'un produit chimique, qui l'a conçu, à quoi elle sert, qu'est-ce que j'ai comme produit, puisqu'un produit chimique, généralement, c'est un mélange de substances. Donc, de quoi est composé mon produit chimique, mais surtout, est-ce que mon produit chimique est dangereux? Comment je dois l'utiliser? Quelle protection individuelle je dois mettre? Est-ce que je dois mettre des gants? Est-ce que je dois mettre des lunettes? Voilà, toutes ces informations sont reprises dans la fiche de données de sécurité. Et quand on fait une évaluation des risques chimiques, c'est cette fiche qu'on doit analyser pour pouvoir faire l'évaluation. Vous allez pouvoir créer et gérer un plan d'action et de prévention dû spécifique aux risques chimiques. Vous allez pouvoir imprimer des documents comme des notices de poste ou des étiquettes, puisque des fois, quand on achète des gros bidons de 10 litres, et après on les resépare sur différents ateliers. Il faut savoir que réglementairement, quand on vient remettre dans plusieurs litres dans chaque atelier, les bidons que vous mettez en place doivent de nouveau être étiquetés. Et des fois, on ne sait pas trop comment faire. L'avantage avec Serish, c'est que votre étiquette, vous pouvez la créer parce que vous avez rentré votre produit 10 litres, vous imprimez les étiquettes et vous n'avez plus qu'à les afficher sur chacun des bidons de 1 litre, donc ce qui est plutôt pratique. Vous allez pouvoir modéliser votre entreprise dans plusieurs zones parce que certains produits vont être spécifiques à certaines zones et d'autres produits vont être utilisés dans plusieurs zones. Voilà. Donc, ça va pouvoir simplifier l'utilisation et vous allez pouvoir cibler sur une tâche spécifique, prendre en compte l'utilisation des EPI et simuler l'impact d'une future modification. Voilà. Donc, c'est assez facile à utiliser. L'avantage de Serish, c'est qu'il prend aussi en compte les produits émis. Par exemple, vous êtes menuisier. Quand vous allez poncer ou découper le bois, ça va venir émettre des poussières. Ces poussières de bois, il n'y a pas de fiche de données de sécurité puisque ce n'est pas un produit qu'on a fabriqué, c'est un produit qui est émis. Et bien en fait, tous ces produits émis sont pris en compte dans Serish, c'est-à-dire que là encore, c'est plein de questionnaires à remplir, de choses à cliquer et en fonction de ce que vous cliquez, l'évaluation se fait de manière automatique. L'avantage de Serish, pour terminer, c'est que vous pouvez après avoir un export Excel de cette évaluation. On va retrouver tel produit, il va être vert pour la santé, rouge pour l'environnement. Et cette évaluation, vous pouvez l'annexer à votre document unique pour la partie risque chimique, pour avoir tout au même endroit. Alors, le logiciel Quarks. Quarks, c'est un petit clin d'œil à la particule élémentaire. Donc là, vous avez la représentation avec le tableau de l'outil. C'est un petit peu petit, hein, je suis désolée, mais bon, je vais essayer de vous décrire rapidement l'outil. L'intérêt, c'est que c'est quand même un logiciel évolutif et modulable. Donc, on peut créer des listes personnalisées, notamment par rapport à tout ce qui se passe sur la réglementation. On a une alerte en temps réel de l'évolution de cette réglementation. Il faut savoir qu'il y a une mise à jour qui est faite tous les 15 jours et dès l'apparition de nouveaux décrets. Donc, bien évidemment, il y a la prise en compte des perturbateurs endocriniens et des nanomatériaux. Quand on parle de création de listes personnalisées, c'est notamment par rapport à la headlist ou la liste de l'ANSES pour les perturbateurs endocriniens qui évoluent pas tous les jours, mais assez rapidement. Donc, il y a 400 000 substances qui sont recensées, à peu près 40 000 fiches de données de sécurité, les fameuses FDS. Et l'intérêt de l'outil, c'est qu'il permet d'analyser, de procéder à ce qu'on appelle une analyse critique des FDS. Alors, c'est la petite colonne du milieu qu'on ne voit pas forcément très bien. Il y a marqué analyse des FDS avec des losanges. Quand ça apparaît en rouge, effectivement, ça veut dire qu'il y a un problème sur la fiche de données de sécurité. Là, vous voyez que la première ligne, il y a un petit losange avec le chiffre 2. Ça veut dire qu'il y a 2 mentions H, en fait, a priori, qui ne sont pas à jour, puisque ça arrive régulièrement. Il y a plus... il y a une étude qui a été menée en 2020 où on s'est rendu compte qu'il y avait 40% des fiches de données de sécurité qui étaient incorrectes parce que pas mises à jour. Donc, l'intérêt de l'outil, c'est qu'effectivement, il va vous analyser ces fiches. Vous voyez que sur la 3e ligne, tout va bien. La fiche de données de sécurité est à jour. Donc voilà, il y a une mutualisation des fiches de données de sécurité entre services de prévention. Donc il faut savoir qu'il y a une vingtaine de services de prévention en France qui utilisent ce logiciel. Chacun rentre des fiches de données de sécurité auxquelles il est confronté en entreprise. Du moment qu'un service de santé a rentré le produit, si Rennes a rentré le produit, Marseille n'aura plus à le rentrer, tout sera déjà dans la base. Donc, il y a quand même un intérêt de mutualisation. L'outil vous conseille sur la substitution du produit, puisque l'objectif, c'est quand même de supprimer les risques et de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Donc, bien évidemment, par conséquent, derrière, ça permet un suivi de l'exposition des salariés et ça propose des suivis individuels beaucoup plus adaptés. Et il y a la possibilité de rendre acteur l'entreprise, puisque l'entreprise a bien évidemment accès au logiciel et peut aussi l'alimenter en étant accompagnée par son service de santé. Voilà pour l'outil Quarks.
Ce qu'on peut aussi vous proposer, donc là, si on revient plutôt sur l'évaluation et l'aide à la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels, donc ça, on le présente au sein de nos deux services. C'est ce qu'on appelle des ateliers de prévention et notamment l'atelier document unique qui se déroule sur une demi-journée qui est composée en deux parties. Donc plutôt une partie théorique, on va faire les rappels réglementaires, une initiation une initiation sur les principes généraux de prévention, un petit peu de méthodologie. Et ensuite, une seconde partie pratique où là, en fait, les entreprises qui sont venues chez nous pour cet atelier vont pouvoir utiliser les outils qu'on leur met à disposition pour pouvoir rédiger ou mettre à jour leur document unique chez nous avec un accompagnement personnalisé puisqu'on va pouvoir passer au sein des rangs pour répondre aux questions particulières de chacun. Donc, c'est assez participatif puisqu'en fait, chaque entreprise va venir exposer un peu ses difficultés. On va se rendre compte que la personne à côté de nous n'a pas le même secteur d'activité que nous, mais a les mêmes difficultés. Donc, ça crée un échange. Ça permet aussi de mettre en avant beaucoup de retours d'expérience. Donc, c'est très riche, très constructif. Et c'est beaucoup aussi un moment d'échange. Et le but, voilà, c'est de repartir après cette demi-journée on m'a bien rappelé ce que c'était, j'ai les bons outils, j'ai la méthodologie, j'ai bien avancé, on a répondu à mes plus grandes questions et derrière, je peux finaliser chez moi mon document unique. Donc ça, c'est pour l'atelier DURP. Mais on propose aussi des deux côtés d'autres ateliers sur des thèmes plus spécifiques, sur les RPS, sur le risque chimique, sur le travail sur écran, les open space, la prévention du TMS, où ça fonctionne toujours un peu de la même façon, plutôt une partie un peu théorique et après plutôt une partie pratique qui va s'adapter à chacune des entreprises présentes. Voilà, bah écoutez, pour terminer, on vous a mis deux liens pour accéder à nos agendas où les différentes dates sont présentées pour ces fameux ateliers qui vous aident à rédiger vos documents uniques. Voilà, donc nous remercions nos intervenantes pour la qualité de leur intervention et du document qui va vous être communiqué par mail juste après la fin de cette session.